Un proverbe oriental dit que le monde est un enfer pour les gentils et un paradis pour les méchants. Dans quel monde vivez-vous? Salut les amis, je suis Clip et bienvenue dans Dark Sides. Dans les 2 premiers épisodes, on a pu voir 2 icônes emblématiques de la pop culture, et selon le point de vue, on a pu remettre en doute leur véritable nature de méchants. Et c'est ça qui les rend fascinants, car ils sont la preuve vivante que le monde n'est pas si manichéen que ça. Un héros peut très vite plonger du côté obscur, tandis qu'un méchant peut parfois servir des causes un petit peu plus nobles. Mais aujourd'hui, on va s'attarder à un personnage qui est un petit peu moins connu, et qui pourtant pourrait représenter au mieux le mal absolu. Plongeons dans le western moderne de No Country for Old Men, avec Anton Chigurh. No Country for Old Men est une œuvre magistrale réalisée par les géniaux frères Coen. Je vais pas être très objectif aujourd'hui. Ce film est une adaptation du livre du même nom écrit par Cormac McCarthy, le même auteur qui a écrit La Route, dont l'adaptation en film te fait plus déprimer que La Ligne Verte et Le Tombeau des Lucioles réunis. Je vous jure. Et aussi d'un poème de William Butler. Le film a été primé de nombreuses fois, dont l'Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur et scénario adapté. Et Javier Bardem a reçu l'Oscar, le Golden Globes, le Saturn Awards, le BAFTA et le Screen Actors Guild Awards pour son rôle. On a du lourd aujourd'hui. Nous sommes au Texas des années 80. Llewellyn découvre pendant une partie de chasse une mallette contenant 2 millions de dollars, encerclée par des cadavres de Mexicains, soit dit en passant. Mais ce n'est pas le seul à être intéressé par la mallette. 2 hommes seront à ses trousses. Le shérif Bell, enquêtant sur l'origine du massacre, et surtout, notre homme du jour, Anton Chigurh. Et qui est ce personnage? Anton Chigurh est un tueur à gages aux méthodes peu conventionnelles. Il a été engagé pour récupérer la mallette, et son parcours l'emmènera à pourchasser Llewellyn. Aborder ce personnage ne peut pas être fait de manière simpliste, car à mes yeux, c'est un des antagonistes les plus effrayants et les plus marquants du cinéma, malgré ses... Je vais devoir faire une grosse analyse du film, afin de vous montrer en quoi Anton est si diabolique. Et pour caractériser un personnage, il faut le comparer à ses opposants, les Llewellyn et le shérif. No Country for Old Men est une œuvre qui déconstruit le genre du western, cassant les codes du genre pour mieux surprendre le spectateur, et lui faire perdre ses repères. Il représente une partie de chasse entre 3 chasseurs aux visions différentes. Une plongée dans la violence d'une Amérique sauvage et impitoyable. Et cette violence dans le film, elle est proche de nous, ancrée dans notre société, brutale mais surtout moteur du récit. Dans ce monde, les codes sont renversés, le chasseur devenant la proie, le tueur devenant un chasseur, et le shérif désabusé et... Trop vieux pour ces conneries. C'est la loi du plus fort qui régit ce monde, où l'horreur naît du quotidien. Et je me permets de faire une petite digression sur la réalisation du film, que je trouve complètement folle, et qui arrive à traduire une vision morbide, glaçante et cynique du monde dans lequel vivent les personnages. Un monde dans lequel Anton est roi et connaît toutes les ficelles. Mais pourquoi Anton est si terrifiant? Et je pense qu'on peut résumer ça avec une phrase de son interprète. On a toujours besoin de comprendre la logique d'un personnage, les motivations de ses actions. Or là, il n'y en avait aucune. Chigurh n'est pas un être humain, c'est un symbole, celui d'une violence qui vient de nulle part et ne va nulle part. Anton est un fléau qui sème la mort, sans faire de distinction entre ses alliés et ses ennemis. Il n'y a pas plus dangereux que lui, et malgré ses principes que nous allons aborder après, il n'a aucune limite à entraîner le chaos. Il représente une rupture du temps. Sa présence vient inexorablement stopper le déroulement de la vie, en créant une tension sans égale et un malaise profond pour les personnages qu'il côtoie. Sa première apparition est très évocatrice. Pendant les 2 premières minutes, on ne voit jamais son visage. Soit il est de dos, soit il est dans l'ombre, soit il est dans l'arrière-plan en flou. On ne distingue pas ses émotions et ses réactions. Le but de cette mise en scène est bien sûr de l'iconiser, mais surtout de le déshumaniser, car les émotions passent par le visage. Et même dans une situation de stress, il reste stoïque, calme, comme si il avait tout calculé. On le présente tout au long du film comme étant une bête sauvage, inarrêtable. Mais dans la première scène, il est arrêté par la police. Et on découvre pourquoi quand il étrangle le policier. Boy, that escalated quickly.
Il n'y a aucune musique, afin d'accentuer la tension. On joue sur l'ambiance sonore afin de nous prendre aux tripes. La scène est ingénieusement découpée et cadrée. Par exemple, la chute est prise de dos et en contre-plongée, du bas vers le haut, afin d'accentuer la sensation de chute. On se concentre sur les réactions du policier qui essaie de se débattre dans cette séquence qui est longue, intense et suffocante. Le but est d'accentuer le réalisme, car c'est difficile de tuer un homme. Bah quoi ? J'en sais rien moi, je fais juste une analyse. C'est à ce moment précis où nous voyons pour la première fois le visage d'Anton. Il prend du plaisir à faire ça. Il nous déstabilise avec sa réaction, car dans cette scène monstrueuse, il est excité par la situation, sans rien dire. Javier Bardem a dit qu'il avait joué cette scène comme s'il avait un orgasme. Anton s'est fait capturer afin de trouver du plaisir dans sa fuite et dans la mort. Car dans le film, il tue les gens avec sa bouteille à air comprimé ou d'autres armes, tel un chasseur ou un exécuteur. La mort est rapide, propre, précise, mais trop brusque pour prendre un quelconque plaisir. C'est la seule scène où on le voit exprimer une émotion digne du bonheur, une folie prédatrice. Et après avoir tué le policier, une subtile métaphore est présentée. Il nettoie ses mains remplies de sang, méthodiquement et minutieusement. Ensuite, la caméra se focalise sur les marques des chaussures sur le sol. Cela peut être rapproché des œuvres picturales de Jackson Pollock. D'ailleurs, je remercie mon prof d'analyse filmique pour l'analyse de ce film, et surtout de ce passage. Parce que sinon je l'aurais jamais trouvé. Avec ce passage, les frères Coen montrent que Anton est un artiste dans l'art de tuer, un peintre de la mort, l'instrument de cette violence gratuite. Et cette instrumentalisation a des allures divines, vu qu'Anton accorde une grande importance au destin et au hasard, avec sa fameuse pièce. Est-ce un moyen pour Anton de dire que malgré la dualité que repose sur la pièce, personne n'échappe à son destin? Est-ce un moyen de mieux comprendre ses victimes? Malgré son mutisme émotionnel, Anton est un personnage profond, complexe et vraiment mystérieux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour encore plus déshumaniser le personnage, les frères Coen font confronter Anton à deux autres personnages, et c'est grâce à eux que l'analyse sera beaucoup plus percutante. Anton, Llewellyn et Belle forment un trio atypique. Anton est le chasseur, Llewellyn est la proie et Belle le sauveur. Mais c'est Belle le protagoniste de l'œuvre, le gentil de l'histoire, tout le temps en décalage sur le monde qui l'entoure. D'abord, comparons Anton et Llewellyn. Les deux sont des chasseurs, mais l'un travaille à bout portant, et l'autre à distance. L'un est dans l'action et la nervosité méthodique, tandis que l'autre est dans la patience, parfois brouillonne. Tout les oppose finalement, et ce qui les différencie clairement, c'est leur rapport au monde. Llewellyn peut être vu comme un Américain pure souche, avec son chapeau de cow-boy, posé sur son canapé avec sa bière et sa femme en mode beauf. A l'inverse, Anton, en se mettant dans la peau de sa proie, se pose sur le canapé, stoïque, un verre de lait à la main, un contraste édifiant entre l'innocence que représente le lait et la monstruosité du personnage. Et puis, sa coupe de cheveux, au-delà de son style qui apparemment a fait mourir de rire les frères Coen la première fois, dénote dans cette atmosphère sauvage, poisseuse et violente. Anton est trop propre sur lui, comparé aux autres, et c'est ça qui provoque le malaise. Ainsi, dès qu'Anton se mettra à la poursuite de Llewellyn, les rapports vont s'inverser. Il va devenir la proie et faire les mêmes erreurs que ses proies à lui, malgré ses réflexes de chasseur. Il va fuir tout en croyant pouvoir battre la mort. Mais comme Anton le symbolise clairement, on n'échappe pas à son destin. Quand ils se font face, Anton est une ombre macabre, et ce qui définissait Llewellyn comme étant un chasseur se retourne contre lui. Anton est un meilleur chasseur que lui. Il y a surtout une thématique forte dans le film, et dans le cinéma des frères Coen en général, l'argent. Tout le monde cherche à récupérer l'argent, et c'est ce qui pousse Moss à résister. Mais Anton au final, il s'en fiche, il veut juste tuer sa proie, il s'amuse même avec. Anton ne cherche qu'à tuer. Anton et Belle, c'est le bien et le mal qui s'affrontent. Mais Belle est en retard par rapport à Anton. Il arrive au bout de presque 25 minutes de film, et débarque alors que la traque a déjà commencé. Il est en décalage, car il n'utilise jamais son arme et circule à cheval. Il est d'ailleurs le coéquipier d'un jeune policier, appuyant le contraste de la jeunesse face à lui, le vieil homme qui ne comprend plus le monde dans lequel il vit. Il ne comprend plus la violence qui est devenue gratuite à ses yeux. De plus, le shérif se pose également sur le canapé de Moss, et comme Anton, boit le verre de lait. Ici, le bien et le mal puisent dans la même source, et passent par la même route tout en prenant un chemin différent. Sans cesse obnubilé par le passé, il est complètement acculé face à Anton. Sans même le voir une seule fois, il sera dépassé par les événements, là où Anton s'adapte pour mieux réussir. Surtout qu'au final, celui qui gagne, c'est Anton, et un méchant qui gagne, ça reste rare. C'est le seul qui a réussi à survivre. Moss est mort, le shérif prend sa retraite, et Anton a réussi à vaincre la mort. Il se fait renverser par une voiture, mais a survécu. Et dans sa dernière apparition, Anton dévoile un autre aspect de sa personnalité. Malgré sa monstruosité, il a des principes. La pièce, la promesse qu'il a tenue envers Llewellyn,
et également le billet qu'il offre à l'enfant qu'il aide. À cause de ce geste, pourtant si humain, le mal arrive quand même à se propager au vu de la dispute entre les deux enfants. Anton sème le mal autour de lui, volontairement ou non. Il est craint de tous, et personne n'a réussi à l'arrêter, y compris la mort elle-même. Méthodique, précis, psychopathe, il est au-delà d'un être humain, la figure même du mal. No Country for Old Men est un chef-d'œuvre, beaucoup plus complexe qu'il ne le paraît. Et je vous avoue avoir assez peur de ne pas avoir assez rendu honneur à ce film puissant et macabre. J'aurais pu également parler de ce que pourrait incarner le personnage d'Anton, en le rapprochant du peuple indien et de Geronimo. Mais cette émission n'a pas pour but d'être exhaustive. Et puis je pense que cette analyse va beaucoup trop loin. Anton est juste un monstre, comme j'aime en voir au cinéma. Il n'a aucun but, aucune émotion, aucun sentiment pour qui que ce soit. Il veut juste voir le monde brûler. Et c'est fascinant. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode et à partager votre propre analyse du personnage dans les commentaires pour qu'on puisse en débattre. Et n'oubliez pas... What's the most you ever lost on a coin toss? Sorry? The most you ever lost on a coin toss.